Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver mercredi égal jour d'émission éducative. Et aujourd'hui, on va parler et entamer une série de 3 vidéos sur les bulles qu'on va traiter comme d'hab sous 3 angles différents, d'un point de vue technique, d'un point de vue psychologique et d'un point de vue philosophique. Comme ça, on a une vision un peu d'ensemble de ces trucs-là, et en plus, on va plutôt vers la détente, c'est-à-dire d'abord on en parle d'un côté et d'un point de vue purement pratique, d'un point de vue purement technique, rationnel. Derrière, on apporte la subjectivité avec le contexte psychologique, qui est extrêmement important et vraiment, vraiment la notion clé de la structure de bulle. Donc, retenez toujours que si je vous si j'interdis aux débutants et aux intermédiaires de trader les structures de bulles, c'est pas pour rien. C'est toujours pareil pour vous protéger parce que ces structures-là ont une notion et tout un tas de notions qui sont assez subjectives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter les choses qui ne le sont pas, les aspects techniques et les structures logiques et les patterns qu'on peut retrouver à l'intérieur d'une bulle, qui est donc une structure la plus irrationnelle qui puisse exister et la plus chaotique. Donc, il ne s'agit pas de prédire ce qui va se passer dans une bulle, mais simplement, comme toujours, de structurer, de trouver un contexte et des schémas récurrents qui produisent une gestion du risque dans ces structures qui, par définition, ne sont pas vraiment basées sur de la gestion du risque. Mais, comme toujours, même dans le chaos, il y a toujours un peu d'ordre. Donc, je vais essayer de vous donner les structures techniques purement rationnelles qu'on peut appliquer dans une bulle. Ce ne sont pas des schémas qui fonctionnent 100% du temps, sinon, encore une fois, on serait tous millionnaires, et ainsi de suite. Donc, il ne s'agit que de patterns qui s'appliquent à la plupart des contextes de bulles, mais qui ne peuvent en aucun cas être autoréalisateurs. La partie psychologique donc d'une bulle, qui est très emmerdante, puisqu'elle impacte sous 2 angles, qu'on traitera donc dans la prochaine émission. D'un point de vue psychologie du trader, c'est-à-dire que la bulle, elle va mettre à très très rude épreuve votre psychologie à vous, c'est-à-dire l'altération de vos règles de gestion du risque et tout ça, parce que psychologiquement, une bulle, c'est très dur, c'est catalyseur d'émotions et ainsi de suite. Bref, c'est compliqué à gérer dans une bulle et à respecter ces règles. Mais c'est pas tout, il y a aussi une psychologie, la psychologie de marché, c'est-à-dire la psychologie des schémas psychologiques de l'ensemble des opérateurs de marché qui ont tendance à faire la même chose par moment. Et dans une bulle, évidemment, là, on est encore plus dans cette radicalisation. Donc il y a un contexte psychologique à la bulle, et c'est justement là où c'est emmerdant, parce que ce contexte peut être très subjectif. De dire tout le monde achète, tout le monde vend, en fait, tout le monde sait le faire, mais personne n'en sait rien. Donc il faut faire très attention à ces schémas-là. Donc on en parlera et on décryptera tout ça dans une seconde partie. Mais c'est pour ça qu'il faut que vous compreniez que la bulle est extrêmement complexe, parce que la psychologie est prédominante dans la bulle, et que la psychologie de marché, malheureusement, c'est un peu là qu'on retrouve tout un tas de diseurs de bonne aventure qui vont vous dire ceci, cela, alors qu'en réalité c'est extrêmement subjectif. Et oui, l'expérience, certes, permet de sentir un peu mieux les choses, mais il faut bien se résumer à ça. En général, la partie psychologique, ça revient à dire je sens que. Et même un mec expérimenté, parfois, a le pif qui déconne. Donc faites attention à ça, c'est vraiment important. Cette partie subjective, c'est ce qui augmente de facto le niveau de dangerosité de ces marchés. Sans parler évidemment là de tous les gens qui vont avoir des biais contrariens, c'est-à-dire de gens qui préfèrent vendre des marchés qui montent, ce qui est le cas de la plupart des traders. D'accord ? Moi, le premier, j'ai un biais contrarien. Donc il faut bien faire attention. Dans les bulles, c'est là où il va falloir une rigueur stratégique et psychologique qui soit beaucoup plus affûtée que dans des marchés normaux de type tendance ou range, puisque là, évidemment, on va avoir affaire à des marchés qui, si vous commettez des erreurs, peuvent vous coûter relativement cher. Voilà. Donc c'est toujours pareil, c'est pour vous protéger dans un premier temps, parce que s'attaquer à des bulles, la première fois que vous le faites, ça va probablement mal se passer, raison pour laquelle, dès que vous apprenez ces contextes, toujours pensez à réduire les leviers, et d'autant plus sur les structures de bulles. Ici, il ne s'agit pas de réduire les leviers par 2, il s'agit de les diviser au strict minimum. La première fois que vous allez vous attaquer à une bulle, faites-le de manière sereine. Bref, on verra tout ça après, on commence la partie technique. Alors, une bulle, déjà, comme tout contexte, il faut bien comprendre que la bulle est un état de marché, donc c'est un contexte particulier qui se produit avec des éléments techniques qui doivent le valider. Donc, comment on valide une bulle et à partir de quoi ça se forme ? La bulle
vient toujours d'un excès. C'est-à-dire qu'il y a, entre guillemets, une structure qui se met en place dans le marché, qui est range, tendance, excès, bulle. Le schéma sera toujours celui-là. Vous n'avez pas de bulle qui sort d'un range. Vous n'aurez pas de bulle qui sort d'une tendance. La bulle est toujours un range dont s'est construit une tendance, qui s'est construit en excès et qui construit une bulle. D'accord? C'est vraiment comme ça. La bulle est une étape supplémentaire à l'excès de marché. Donc, les bulles naîtront toujours d'un excès. Donc, déjà, vous avez une structure. C'est ça l'élément technique à comprendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excès sans tendance, il n'y a pas de bulle sans excès, et il n'y a pas de tendance sans range. Donc le premier truc, c'est qu'il faut identifier un range. Donc en fait, pensez toujours que pour identifier une bulle, il va falloir commencer par la base. Donc, pour trouver le time frame dans lequel vous pouvez cadrer votre bulle, et rappelez-vous d'une chose, le contexte est toujours lié à un time frame. C'est-à-dire que vous pouvez voir des marchés un peu cambrés sur certains time frames. C'est important pour trouver le bon time frame, le time frame de référence, de voir le range qui précède la structure. Autrement dit, tout est affaire d'échelle. Je vais vous montrer le truc, c'est-à-dire qu'autrement dit, si vous mettez là, il y a une bulle. Oui, parce que là, vous pouvez retrouver tous les états de marché. Vous pouvez retrouver ici la structure de range. Vous pouvez retrouver ici la structure de tendance. D'accord? Ça, c'est tendanciel. On a bien ici un breakout, une divergence, un pullback. Théoriquement, c'est ici qu'on pourrait avoir un excès final. Et qu'est-ce qui se passe? On s'en bat les couilles. Donc, c'est ici que vous trouvez la phase d'excès. Okay, et c'est ici que vous trouvez la phase de bulle. Voilà les étapes psychologiques de ce marché. Le range, le breakout, la tendance, le pullback, l'excès. Et ici, on aurait dû s'arrêter. Ici, on aurait dû avoir un excès final. Mais comme ce n'est pas le cas, ici, le marché s'emballe, crée un excès. Et on va plus loin. Je vous donnerai d'autres éléments techniques à valider derrière, hein, évidemment. Mais voilà, il faut bien comprendre que c'est déjà la première des règles. Si vous ne voyez pas sur le time frame que vous êtes en train de regarder le range, c'est que vous ne regardez pas assez loin. Et c'est souvent le cas, parce qu'il faut faire attention, dans une bulle, c'est souvent qu'on va avoir un effet, un effet fractal, un peu comme un kaléidoscope. C'est-à-dire qu'en réalité, il va falloir trouver le bon time frame de référence pour bien cadrer son contexte. Et je vais m'expliquer, c'est un petit peu comme si... voilà, une bulle, vous pouvez avoir des bulles dans des bulles dans des bulles, avec cet effet un peu fractal. D'accord? C'est-à-dire que c'est des schémas comme ça. Si vous vous dites la bulle, c'est juste un schéma parabolique. Oh là, non, non, on s'arrête. Un schéma parabolique peut être une étape un peu parabolique, ça peut être un excès, ça peut être aussi un excès dans une bulle, ça peut être une partie tendancielle, ça peut être plein de choses. Donc ce qui est important, c'est toujours de trouver le bon degré de magnitude en ce qui concerne l'identification du time frame. Donc la règle numéro 1, tant que vous ne voyez pas la structure de range qui précède l'ascension parabolique, c'est qu'il n'y a pas de bulle. En tout cas, que vous ne regardez pas le bon time frame. Donc il vaut mieux dézoomer, voire zoomer plus, mais il faut toujours voir cette structure qui précède la formation. Il y a une étape aussi extrêmement importante qui n'a pas été respectée ici, mais comme je vous dis, rien ne fonctionne 100% du temps, c'est normalement ce que j'appelle l'overlap. Alors ce n'est pas ce que j'appelle, c'est ce qu'on appelle un overlap. C'est-à-dire que normalement, dans la structure de range, l'extraction de la première phase de structure de range cause souvent un overlap, c'est-à-dire un retour sur la partie haute du range. Et ensuite, normalement, c'est là qu'on va créer la phase excessive. C'est-à-dire que là, ici, on n'a pas vraiment respecté cette structure, et techniquement, ici, Bitcoin aurait dû, venir nous faire... Quand je dis aurait dû, je dis que d'un point de vue probabilité, ici, il aurait été plus malin de se dire, il y a beaucoup de chances qu'on revienne ici, c'est-à-dire qu'on aurait pu attendre à l'achat ici, par exemple. Chose que j'ai faite moi pour ma part, hein, c'est-à-dire que moi j'ai récupéré des profits parce que je comptais racheter ici. Hein, voilà. Bon, on n'est jamais revenu et on a créé un excès relativement rapide. La règle à suivre ici, quoi qu'il arrive, c'est que normalement, de ce pullback ou overlap, va naître un canal de tendance. D'accord? Normalement, on forme le canal de tendance comme ça, et on se forme un petit canal, théoriquement, ici. Et normalement, la phase d'excès, d'accord, c'est-à-dire normalement, l'excès final, il se matérialise dès qu'on essaye de sortir de ce canal. Dès qu'on déborde les contextes, normalement, ici, on est supposé ne plus trouver suffisamment d'acheteurs, et faire l'excès final. Et ici, non. Ici, au contraire, ça accélère, c'est parabolique, c'est tout ce que vous voulez, et ça part en quéquette. Là, on est fraîchement dans ce qu'on appelle un marché en excès. L'excès derrière est toujours suivi par une phase de retour de volatilité. D'accord ? C'est-à-dire que ce retour de volatilité, c'est le moment où le marché excessif s'est terminé.
la plupart du temps, le marché va s'arrêter ici. C'est-à-dire que le fait de retrouver de la volatilité va faire qu'on va réintégrer la structure et ranger derrière pour normaliser l'excès. Et après, soit on poursuit le mouvement consolidant, soit on reprend un mouvement acheteur. Mais on va normalement normaliser l'excès pendant un bon bout de temps. Okay, ça, c'est une structure excessive, et sa consolidation derrière, on attend tout simplement de retrouver la valeur, c'est-à-dire les moyennes de prix. Okay, ça, c'est la structure d'un excès. Mais l'excès, ça ne se passe pas toujours comme ça. Il y a des fois où on va trouver une structure volatile de gestion du risque, d'accord, un range, et oh putain, après l'excès, on va décider de remettre une couche. C'est-à-dire que là, on se dit, ouais, non, l'excès, c'est pas assez, on va aller plus loin dans la connerie. Et là, c'est là où se met en place, non pas un deuxième excès, mais une bulle spéculative. Là, la psychologie entre là et là, elle est complètement différente. Ça n'a rien à voir, la psychologie de marché, j'entends bien. On l'expliquera tout ça dans la partie numéro 2, je vais essayer de ne pas rentrer là-dedans pour ne pas perdre de temps aujourd'hui. Mais c'est important que vous compreniez ça. Ici, on a une bulle, mais la phase de bulle, c'est là. Tout ce qui a précédé, ce n'est pas de la bulle. Là, ce qu'on a souvent tendance à faire, c'est de dire, voilà, là, on a eu une bulle qui s'est formée depuis le bottom début 2019. Non, la phase de bulle, en fait, c'est que ça. Ce qui a précédé, ce sont d'autres étapes de marché, mais qui sont absolument essentielles pour créer la phase de très court terme, qui est la bulle. Ok ? C'est important que déjà on cadre ça. Donc on revient et on va essayer d'appliquer ces règles dans d'autres contextes de marché, pour essayer de bien cadrer. Donc on va revenir sur Bitcoin avant, et on va chercher ici. Bon, bah là, est-ce que vous voyez des zones où on crée un plancher et une recherche de valeur significative? Oui, pour moi, ici, il y a une recherche de valeur qui est relativement significative. Il y a bien un range, il y a très peu de volatilité. Ici, on travaille les prix. Ok? Jusque-là, tout va bien. Est-ce que je reconnais ici un overlap? Bah oui, là j'ai un bel overlap. Alors, on va zoomer un peu plus, mais là j'ai un bel overlap. Ok, on fait première vague, conso, deuxième vague, overlap. Ok, on constitue donc ici un canal. Et comment on se comporte par rapport à ce canal? Excès et phase de volatilité, et puis bulle. Donc là, on a un micro-schéma de bulle. D'accord? Sur ce time frame-là, on peut gérer le marché comme une bulle. Qu'est-ce qui en suit? L'effondrement spéculatif. Donc on est bien dans un schéma de bulle. On parlera après de la suite d'une bulle un peu plus loin. Il y a beaucoup de notions techniques à introduire aujourd'hui. On va essayer de commencer par la base. Donc là, effondrement spéculatif. S'ensuit normalement le dead cat bounce, dont on parlera après, mais normalement vous connaissez. Donc ici, normalement, on cherche à vendre l'effondrement spéculatif. Mais en fait, ici, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que là, on a une structure de bulle, avec sa phase d'accumulation, son overlap, son extraction haussière, son excès et sa phase de bulle, qui a son propre effondrement spéculatif, etc. Le problème, c'est que là, rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, vous pouvez avoir des bulles dans des bulles. Et dans ce cas-là, ici, on était en train de créer des excès sur des degrés supérieurs. C'est-à-dire que là, si on dézoomait en hebdo à ce moment-là, on se serait rendu compte qu'à cet endroit-là, en fait, voilà, l'effondrement spéculatif qu'on a eu ici n'a fait que marquer une phase d'excès en hebdomadaire, sauf que derrière, on a décidé que l'excès, ça ne suffisait pas, et ici, on a lancé une phase de bulle. Ok? C'est vraiment important que vous compreniez ça. Toujours cadrer et dire, pour avoir une bulle, il faut avoir des éléments techniques clairement... Alors, pardon, je m'embrouille dans les pinceaux, je m'emmêle les pinceaux, hop. C'est toujours ces éléments techniques clairement dissociables. L'overlap, la constitution du canal, et son arrachage haussier. Ok, arrachage, phase de digestion de l'excès et bulle spéculative. Donc ici, sur le time frame hebdomadaire, ce qui invalidait le dead cat bounce daily, c'est le simple fait qu'on a décidé de lancer une bulle en hebdomadaire. Après avoir fait une petite bulle en daily, on s'est chauffé et on s'est fait une bulle hebdo. Ok? Il faut bien comprendre ça. Toujours pareil, le marché, ce sont des strates, c'est différentes couches qui s'enchaînent les unes les autres. C'est important que vous compreniez ça. On avait bien une structure identifiable de bulle ici à plus court terme, mais au sein d'une plus grosse bulle. Ok? Donc, là, on fait l'exercice. Ici, essayez de chercher le degré de magnitude le plus large possible pour essayer de cadrer la bulle de 2018. C'est effectivement sur ce time frame hebdo que ça se fait bien. On voit bien ici, toujours pareil, la phase de construction du range. Comme on l'a dit, notre overlap, il se met en place ici. La cassure du canal, ça se met en place là. Là, c'est la phase d'excès, la phase de digestion de l'excès, puis la phase de bulle. Donc,
tout ça, c'est une phase de bulle, qui a été constituée de plusieurs petites bulles, puisque je vous parie qu'ici, on a eu une petite phase de gestion du risque, une parabole, etc. Okay. Ce qui est important, c'est de dire que dans la phase de bulle, donc, il peut y avoir des plus petites bulles, mais il faut toujours regarder le degré le plus large. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on avait passé, la date là, c'est quoi? C'est avril 2017. Voilà. À partir de mai 2017, vous auriez dû vous dire, la structure de bulle la plus large que je puisse trouver, c'est l'hebdomadaire. Donc, on va gérer ce marché en hebdomadaire. OK? À partir de là, derrière, il n'y a qu'une seule règle. La bulle spéculative n'a de limite que les gens qui sont prêts à y participer. C'est un schéma de Ponzi et il n'y a absolument aucun moyen de prédire l'effondrement d'une bulle. Par contre, il y a des moyens techniques qui permettent de dire que la fête est finie. Et c'est ça qu'on va faire. C'est-à-dire que les moyens techniques qui permettent de trouver des gestions du risque, donc encore une fois, pas de dire avec certitude ce qui va se passer et tout ça, mais de trouver des moments, des timings avec des gestions du risque qui permettent de spéculer sur la probabilité relativement forte que le marché s'arrête là, voire se retourne. OK ? Donc, on va essayer de voir ça. Alors, quelles sont ces règles? Donc, comme on a dit, une fois que vous avez bien identifié la bulle, et comme on l'a dit, la bulle ne peut s'identifier qu'à la dernière étape, puisque d'abord, c'est une tendance, puis c'est une tendance qui ne s'arrête pas et qui devient un excès, et c'est un excès qui ne se normalise pas et qui devient une bulle. OK? C'est important que vous compreniez ça. On va dire, cette montée en puissance de la gestion du risque irrationnel, c'est-à-dire donc de la prise de risque parabolique qui nécessite donc toujours plus de rendement. Rappelez-vous que ratio risque-rendement, c'est ça le discours du marché. Il n'y a pas de rendement sans risque. D'accord ? Donc quand vous prenez des rendements comme ça de dingue, c'est que les gens prennent des risques de dingue. Okay ? Ils n'en ont juste pas conscience et ils finiront par le savoir tôt ou tard. Bref, la prise de risque augmente de manière parabolique, les rendements le sont donc également, donc les prix s'apprécient extrêmement rapidement. La valeur ne suit pas, on est bien d'accord. Le problème de la bulle spéculative, c'est qu'on s'écarte de la valeur de manière totalement irrationnelle, et c'est ce qui cause évidemment la non-durabilité de la structure. Non durable ne veut pas dire qu'elle s'effondre forcément le lendemain, mais ces structures s'effondrent toutes. Tout simplement parce qu'on se délie de la réalité, alors que le marché ne peut pas rester infiniment irrationnel et délié de la réalité. C'est important. Quoi qu'il arrive, il y a toujours un effet de rattrapage sur les bulles. Par contre, on ne sait jamais vraiment sur quel time frame. Et faites attention toujours de limiter le risque en regardant le time frame le plus large possible pour bien contextualiser le time frame global sur lequel votre bulle est peut-être en place. Et faire attention donc qu'elle ne soit pas au sein d'une bulle de degré supérieur. Bref, donc ici, une fois qu'on est dans le schéma de bulle, donc ça démarre ici à partir de mai 2017. Il y a un schéma qui va se mettre en place et qu'on va toujours aller chercher sur le time frame inférieur. C'est-à-dire que là, on retourne mai 2017, ok, ici, c'est là où notre hebdo nous dit, ok, marché en bulle, donc on est dans la phase de bulle hebdomadaire. Comment on traite une bulle? Ah bah c'est très simple. En fait, on va toujours sur le degré inférieur. Quand je vous dis c'est très simple, encore une fois, ça ne permet pas de lire le futur, ça permet juste de donner des cadres à suivre. Ça permet toujours de dire, dans la bulle, il va y avoir des phases de temporisation sur des degrés inférieurs. C'est-à-dire qu'en hebdomadaire, ça restera toujours extrêmement cambré, mais en daily, il va y avoir des petits pullbacks. Okay ? La base, c'est qu'il faut toujours casser un support. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas cassé un support de degré inférieur, on ne peut pas considérer ça comme un pullback. Donc autrement dit, là, ce n'est pas un pullback, c'est pas un pullback, c'est pas un pullback, c'est un pullback. Là, on a cassé le support précédent. Donc là, il y a un pullback. On achète tous les pullbacks tant que le pullback ne vient pas toucher la ligne de tendance précédente. Alors, ça fait un peu barbare comme structure, mais vous allez voir que quand je le mets en application dans le marché, ça va vous sembler simple. Donc, quelle est la dernière fois qu'on a cassé un support? C'était là. La dernière fois qu'on est revenu, qu'on a réussi, enfin qu'une bougie a réussi à casser un premier niveau de conso. Donc, la dernière fois qu'on avait foutu un support, c'est là. Okay ? La fois précédente, c'était là. Trace une trendline entre les deux précédentes. Si ton support ici n'a pas touché la trendline, tu continues d'acheter. Tu n'achètes pas le pullback, qu'on soit bien d'accord. C'est pas possible d'attraper le point bas dans une bulle. On s'en fout et on cherche même pas à le faire. Le but, c'est de dire, dès qu'on casse la structure de consolidation par le haut, donc c'est là que se réalise l'achat, dans cette structure-là, là où on accumule, là ici, vous achetez. On met le stop sous le bottom, au cas où on se plante, parce que ça reste un trade spéculatif dans la bulle, et donc on prend son trade. Pour ceux qui veulent suivre les bulles, on suit la bulle et on se laisse porter. C'est-à-dire, ici, qu'est-ce qu'on fait ? Dès qu'on a le ratio d'1 pour 1,
Soit on gère son risque, c'est-à-dire quand on a acheté ici, on fait un petit TP, on paye son stop, soit on fait rien et on remonte le stop. Bref, ici on fait une première gestion du risque sur la target et on se laisse porter par la bulle. Et en fait, on réplique cet même schéma, c'est-à-dire en fait c'est une structure, hein, c'est de dire j'attends qu'il y ait un pullback, c'est-à-dire qu'on casse un support, mais rappelez-vous, on est dans une bulle hebdo et on regarde en daily, voire en 4 heures. Et on attend donc qu'il y ait une structure qui casse un support. Dès que ça casse un support, on a atteint la première étape de notre schéma à suivre. La deuxième, c'est d'attendre que le creux se forme. Okay. Une fois que le creux se forme, on a atteint la deuxième étape de notre schéma. On attend la rupture haussière du schéma de range et on prend le trade. Une fois qu'on a pris le trade, on fait sa gestion du risque et on attend quoi? Que le marché répète une nouvelle fois le cycle. Okay, qu'on casse le support, qu'on forme le support, et on vérifie à chaque fois que la trendline est toujours plus pentue et qu'on n'a toujours pas revisité la trendline précédente, sinon la structure, sinon le schéma parabolique, enfin le schéma récurrent, qui est donc le schéma d'une bulle, hein, encore une fois, on s'enferme dans la bulle. La bulle nécessite toujours des trendlines toujours plus haussières, c'est-à-dire que là, quand on casse le support, alors pas là du coup, là, ici, là quand on casse le support, on a formé une nouvelle zone de conso, donc on trace la trendline des deux consos précédentes. Tant que cette consolidation ne vient pas toucher la trendline, la partie continue. On attend la formation du range, la rupture, on achète, on fait la gestion du risque ici, d'accord? C'est-à-dire la zone d'accélération, elle se met en place là. Là, on a la target de break. Ici, on fait ce qu'on veut, on achète, on vend, on gère son risque, voilà. Soit on paye son stop, soit on fait rien. Et on se laisse porter par le reste de la bulle. À quel moment derrière on recasse un support? Ici, ok? Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On retrace la trendline des deux supports précédents. Tant qu'on ne la touche pas, on peut payer la rupture de ce range-là. La rupture de ce range-là, c'est ici. Donc on achète, ici on paye son stop, et on se laisse porter par la bulle. Ok? Là, il n'y a pas vraiment de... Enfin, sur ce time frame-là, on ne voit rien. Alors, hop, pardon, je vais supprimer les lignes. Merci, je vais y arriver. Ok. Donc on continue. Et à chaque fois, évidemment, plus on se ramène parabolique, plus on va aller chercher à plus court terme. C'est-à-dire que là, on était en daily, là, on voit qu'il y a du bruit, mais au final, on n'y voit plus rien. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On bascule encore plus court terme. La bulle, c'est un schéma que vous répétez, ce fameux triangle que je vous traçais tout à l'heure. On répète toujours ces étapes, et plus on avance dans la bulle, plus le mouvement va être vertical et rapide et imperceptible sur le time frame de base. On est dans une bulle hebdo, on va chercher des signaux daily. Quand on ne voit plus de signaux daily, on va chercher des signaux 4 heures. Quand on ne voit plus de signaux 4 heures, on va chercher des signaux horaires, et ainsi de suite, jusqu'au moment où on vient retester une trendline. Quand on vient retester une trendline, game over. Et c'est vraiment important que vous compreniez ça. C'est la règle qui permet de dire c'est fini la bulle. Alors on revient ici et on réapplique toujours notre schéma. C'est-à-dire que là on est sur un degré inférieur, ça c'est ce qu'on ne voyait pas tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en daily, ressemblait vite fait à du bruit, mais on voyait qu'il se passe quelque chose. Donc ici, même chose, on casse un support. Donc on vient chercher les deux derniers supports, les deux moments où on a réussi à casser des supports. Alors là non, hein, là on n'a pas cassé de support, là oui. D'accord. Donc notre dernier creux et le creux précédent ici. Ok, bon là, alors ici dans ce cas-là, on tracerait notre trendline de tout à l'heure. Est-ce qu'on est revenu tester quelque chose? Non. Donc qu'est-ce qu'on fait? On poursuit. Là, on casse toujours pas de support. Là, on casse un support. On casse celui-là. D'accord. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on fait? On prend les deux précédents bottom, on trace la trendline. Tant qu'on ne vient pas retoucher la trendline, on attend que le range se forme son bottom, on attend la rupture haussière, donc c'est ici qu'on achète. Paf, même chose, on achète la rupture. Ici, c'est la gestion du risque. Toujours pareil, le ratio 1 pour 1. Hein, et ce ratio, j'espère que vous l'avez intégré. Voilà, c'est de dire, là, c'est là que les stops se trouvent. Là, c'est le moment où les acheteurs achètent en breakout. Là, c'est le moment où ils font leur gestion du risque pour payer le stop loss. Toujours ce ratio 1 pour 1. Il y a bien breakout, on continue. Okay, mais là, qu'est-ce qu'on fait? On a cassé un nouveau support. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On retrace la trendline supérieure. Donc, ici, on peut acheter ce petit range-là et sa rupture haussière parce qu'on n'a toujours pas touché la ligne de tendance précédente. Et on fait quoi? On continue jusqu'à ce qu'on recasse un support. Ici, on casse un support, on trace la trendline. Oh merde, il y a un problème. Voilà. Là, il y a un problème. La dernière fois qu'on a eu deux trendlines et deux range, là, cette fois, ici, on casse un support, sauf que, oh putain, là, on a touché la trendline. Là, c'est game over. C'est le moment où ici, c'est fini. La partie s'arrête. Là, ici, la cambrure maximale a été atteinte, et normalement, vous devez voir cette phase de compression. C'est-à-dire que
si vous regardez les sommets, ils doivent commencer à devenir divergents. C'est-à-dire que le momentum acheteur sur les sommets ralentit et on revient tester les trendlines de notre système parabolique, qui n'était qu'un système qui faisait qu'accélérer. Les trendlines sont toujours plus verticales jusqu'au moment où ça passe plus. Et quand ça passe plus, c'est le moment où la bulle s'arrête. Et là derrière, ça fait mal. C'est-à-dire qu'évidemment, ici, le petit malin qui dit c'est bon, ça va continuer encore une fois, et ça va être toujours plus parabolique, à lui, il commence à pisser le sang. Voilà. Et évidemment, voilà. Bref, derrière se mettent en place les schémas que vous connaissez. Donc, la structure de la bulle, je résume. Validez bien votre bulle. Vérifiez toujours que vous êtes sur le degré de time frame qui cadre cette bulle. Quand la bulle est effective, c'est-à-dire que vous pouvez identifier tous les sous-composants, la phase de range, l'overlap de préférence, la phase d'excès, la phase de volatilité qui suit l'excès et la phase de cassure et la cassure haussière de cette phase d'excès, là vous savez que vous avez affaire à une bulle. Quand vous êtes dans la bulle, il faut aller sur le degré inférieur de time frame, essayez de suivre si vous voulez suivre. C'est pas obligé encore une fois de suivre une bulle, mais c'est la seule façon de le faire avec une gestion du risque. Appliquez ces règles. 2. Formation d'un range. Tant que le range n'a pas retapé la trendline précédente, continuez à suivre le mouvement et ne cherchez pas à vous opposer. La seule gestion du risque que vous faites n'est pas de chercher le sommet, mais bien de payer le stop loss. C'est-à-dire payer ou mettre à BE, on s'en fout. Vous faites ce que vous voulez, il y a différentes gestions du risque, mais c'est de dire, quand vous identifiez le niveau de breakout, vous savez qu'il va y avoir une gestion du risque à 1 pour 1. Autrement dit, ici, hop, il faut faire quelque chose là. Quand vous êtes ici, soit vous foutez le stop à BE, soit vous payez le stop que vous avez mis là, mais vous faites quelque chose. Il y a une gestion du risque à faire. Et ensuite, vous vous laissez porter. C'est extrêmement important de comprendre que dans une bulle, il faut lâcher prise. Quoi qu'il arrive, on n'est plus dans le rationnel, on ne cherche pas d'objectif, ne cherchez pas de target vous-même, vous ne faites que répéter cette boucle tant qu'on ne vient pas rechercher une trendline. Et vous pensez toujours qu'il faut, au fur et à mesure qu'on avance dans la bulle, changer de time frame pour aller toujours vers le time frame inférieur pour tracer des trendlines toujours plus haussières. Mais attention, on ne saute pas de time frame, on ne passe pas du daily à l'horaire, on passe du daily aux 4 heures, puis quand le 4 heures n'est même plus assez volatile, c'est-à-dire quand le 4 heures vous paraît vertical et que les simples phases de volatilité ressemblent à des mèches, comme on l'a vu tout à l'heure en daily, vous savez que là c'est le moment d'aller regarder en 4 heures. Et vous réappliquez la machine, et quand en 4 heures vous n'arrivez plus à avoir de volatilité, eh ben vous partez en horaire. Quand il n'y a plus de volatilité en horaire, mais bon. Et en sachant que ces structures finissent toujours par se terminer. La cambrure étant toujours plus parabolique, il y a un moment où même les ranges en 15 minutes viendront retoucher les trendlines. Ok ? C'est ça la structure d'une bulle. Quand la bulle atteint son paroxysme, évidemment, vous allez tous avoir l'idée de dire « Oh putain, on a retesté la trendline, je short qui peut ». Alors, le short d'une bulle, c'est interdit à toute personne qui n'a pas 4-5 ans de marché. C'est juste interdit parce que, encore une fois, c'est pas parce qu'on a retouché la trendline que ça va forcément s'effondrer. Ça veut juste dire qu'à ce niveau-là de maturité, la prise de risque à la suivre le mouvement n'est plus justifiée. Il n'y a pas de gestion du risque qui vous permet de continuer à suivre la tendance, la bulle. Donc, vous arrêtez de jouer la bulle. Est-ce que de là, ça veut dire vendre ? Alors oui, pour les spéculateurs agressifs et les gens expérimentés. C'est-à-dire que moi, c'est à ces moments-là, quand je vois qu'on vient retester des trendlines, que je cherche des ventes. Mais ça ne veut pas dire que je garde ces ventes. Ça veut dire aussi que j'accepte tout à fait le fait d'avoir l'erreur et que j'ai le recul suffisant sur ces contextes parce que j'en ai tradé suffisamment. Ce qui n'est pas le cas d'une personne qui va se confronter à sa première bulle. Donc toujours pareil, quand on n'a pas l'expérience, on ne se met pas le niveau de handicap maximal. Le niveau de handicap maximal dans une bulle, c'est de trader le reverse. Donc n'essayez même pas de trader le reverse. C'est extrêmement tentant, encore une fois, parce que quand il y a une bulle, il y a tous les aspects psychologiques, mais psychologie du trader qui vont jouer, ceux dont on parlera dans la prochaine émission, tous les trucs où c'est excessif, c'est stupide, et il y a tout un tas de psychologies qui ont envie de normaliser, et ça, ce sont tous les gens qui, comme moi, ont un sentiment exacerbé de la justice et des trucs comme ça. Moi, je vous dis, les premières bulles que j'ai traitées, ça m'a coûté très cher. Je vous dis, Tesla, à l'époque, ils m'ont arraché 3000 balles en 20 secondes. Voilà, bon, c'était de dire, c'était des trucs comme ça. Mais encore une fois, c'est stupide. Et c'est juste qu'on manque de recul sur ce qu'on est en train de faire. Quand un marché est excessif ou qu'il est en bulle, on n'est pas là pour le normaliser. On n'est pas là pour ramener les choses à la normale. Oubliez vraiment ça. On parlera de tout ça dans la partie psycho, mais comprenez donc bien que d'abord et avant toute chose, l'élément clé à retenir dans le trading de ces contextes,
c'est que la chose la plus simple à faire, c'est de ne pas toucher ces contextes quand vous manquez de maturité. Si vous avez la lucidité de vous dire « Ok, bon, je ne suis pas très mature, mais je veux quand même apprendre ces contextes », si vous prenez un trade, il ne s'agit pas de diviser le levier par deux, il s'agit de prendre la taille de position minimale existante possible sur votre broker. Juste pour sentir les choses, sentir les erreurs que vous allez commettre, sentir les excès, les sentiments que vous allez ressentir. Voilà, tout ça c'est extrêmement important. La maîtrise d'un contexte de bulle est impossible. On ne maîtrise pas ces contextes. On ne peut que appliquer des gestions du risque. Et des fois, il faut s'y reprendre à 2-3 fois. Ok ? Maintenant, je vais prendre un cas pratique, parce que je pense qu'il est très pédagogique. On va partir chez Apple. Parce que Apple, si vous appliquez les règles que je viens de vous donner, ça, ah oui, ça, effectivement, c'est une belle bulle. Alors, et encore, ce n'est pas vraiment une structure de bulle ici, parce que, rappelez-vous, elle est où l'accumulation là ? Est-ce que vous voyez un range qui précède? Non, rien du tout. Est-ce que vous voyez un overlap? Non, non, là la seule chose que vous voyez, c'est un mouvement parabolique. Donc déjà ici on est dans l'excès, ça c'est sûr, Apple est excessif. Maintenant, est-ce qu'Apple est une bulle? Eh bien pour ma part, en tout cas, sur ce time frame là, je n'ai pas la réponse. Donc non, je ne peux pas cadrer, je ne peux pas dire que c'est une bulle, je ne peux pas dire que c'est un excès, je ne peux rien dire. Donc comme je ne peux rien dire, je ne fais rien. Donc ici, je n'essaie pas de contextualiser ça. Donc je dézoome. Est-ce que je vois des schémas? Ah oui, je commence à voir des schémas ici. Pour moi, ça c'est un schéma de tendance. Ça pourrait être un pullback. Après, bon, voilà, ça pourrait être un excès final, mais un excès très parabolique. C'est-à-dire qu'ici, théoriquement, c'est là que se trouve l'excès final. Rappelez-vous, cette zone-là, on l'a traitée sur Apple. Parce qu'ici, il y avait un contexte d'excès final où on aurait pu dire, ok, là, on termine un mouvement hypothétique donc de tendance, pullback, excès final. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Non, on cambre. Donc ici, quoi qu'il arrive, ça c'est au moins un excès. Mais on ne peut toujours pas apporter la réponse. Pourquoi? Je vous laisse réfléchir 2 secondes parce que là, je fais tout pour vous pousser vers de mauvaises décisions, pour que vous vous rendiez compte que les règles ne sont pas respectées. Parce que là, ce que vous faites, c'est que vous faites exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire de toute façon dans une bulle, c'est valider l'étape numéro 1. Tant que vous ne trouvez pas le range qui précède la structure, vous ne pouvez même pas spéculer sur une bulle ou un excès. Parce que quoi qu'il arrive, tout doit précéder par une phase de travail du prix. Donc là, on n'est toujours pas sur le bon time frame pour cadrer ce truc-là. Pourquoi? Parce qu'ici, on ne peut toujours pas voir le range. Donc on va en hebdo, et là, on peut faire des choses. Voilà, là, on voit le range, ici. On voit bien la phase où le marché price la valeur, oscille, et ensuite, on crée quelque chose. Le contexte d'Apple, c'est ça. C'est un contexte hebdomadaire. Ça veut dire que Apple, on est dans un contexte qui a démarré en 2000. Et on est toujours dans ce même contexte depuis. Est-ce qu'ici, vous pouvez trouver votre schéma de bulle? Eh bien, on va aller un peu plus loin. Ici, est-ce qu'on trouve des overlaps? Alors, pas là, pas là. Il y a peut-être un overlap ici sur le degré inférieur. D'accord? On va essayer de zoomer. Alors, je vais arrêter avec cet outil-là, d'ailleurs. Voilà. On va essayer de zoomer ici, puisqu'on ne voit pas trop avec les mouvements récents. Alors là, il y a une bulle. Voilà. Là, il y a bien une belle bulle. Là, on voit bien le range. D'accord, l'overlap qui s'est mis en place ici, la sortie haussière du canal. Alors là, il faudrait zoomer bien, la sortie haussière. Il n'y a pas la phase. Alors attendez, je vais zoomer un peu pour voir encore un peu plus. On va y arriver parce que là c'est costaud. Voilà. C'est quand même, le mouvement est costaud. Donc ici, il nous manquerait théoriquement l'étape de travail, c'est-à-dire l'étape de excès, pullback de l'excès. Mais là, vous avez bien une phase de gestion du risque auquel suit une grosse bulle. Il faut bien faire attention, la bulle doit aussi se déconnecter de la phase technique. C'est-à-dire que là, ici, pour moi, ça ne respecte pas toutes les règles de la formation d'une bulle. D'un point de vue technique, ça peut aussi être dû à un mouvement fondamental. Il faut bien comprendre que si ici, l'entreprise a des débouchés énormes et que effectivement sa profitabilité future vient d'être doublée, il est tout à fait normal que les prix s'apprécient. Donc il faut bien comprendre qu'il y a aussi une notion fondamentale dans la bulle. La technique structure l'excès puis la bulle, mais il faut évidemment que la réalité physique ne soit pas en train de suivre. Ce qui là était le cas sur Apple. Apple était en train, ici, à ce moment-là, de vraiment décupler. Alors, est-ce que ça justifiait de passer le prix de 1,50 à plus de 10, voire plus après? Ça, évidemment, c'est douteux. Mais il faut bien ici se dire que la première phase ici, elle est potentiellement justifiée. Là, évidemment, il y a une grosse phase bien dégueulasse, mais ici, les fondamentaux ont suivi. Il y a bien une phase de bulle sur la fin, puisqu'en 2008,
Mais elle va où la bulle? Réfléchissez. Trouvez toujours le schéma qui vous permet de valider votre bulle. Quel est ce schéma? Accumulation, overlap, constitution d'un canal. Alors, pardon, hop, constitution du canal. Putain, je vais y arriver. Alors, on va le prendre ici. Constitution du canal. OK. Alors, pardon, la constitution du canal, c'est la résistance entre les deux. Hein, donc, c'est ici. Donc, merde, je vais y arriver. Constitution du canal. Excès final. D'accord? Donc, entre guillemets, tendance, pullback, excès final. Et qu'est-ce qui se passe? De l'excès sort une phase spéculative. Donc là, il y a bien eu une bulle spéculative sur Apple en 2008 qui est née d'un excès. D'accord? Dans ce cas-là, vous pouvez voir ici tout simplement la phase où ça devient excessif. Ici, on aurait dû vendre, et là, l'excès déborde. C'est là le petit retour de volatilité. Et là, la phase de bulle, à proprement parler, sur Apple. Il y a bien eu une bulle en 2008 sur cet actif, parce qu'on peut retrouver ici l'intégralité de notre schéma. S'ensuit l'effondrement spéculatif, le dead cat bounce et la normalisation de l'excès, mais ici, pas de crack. Parce que qu'est-ce qui se passe? On achète parce que la valeur est toujours là. Encore une fois, le crack, c'est quand la valeur n'a pas suivi le prix. Ici, sur Apple, la valeur s'est décorrélée du prix, mais ici, on a retrouvé la valeur et prix. Ici, tout simplement, l'excès et la bulle a été normalisé. La valeur est toujours intéressante, ça paye et on repart pour un coup. Et ici, donc, on cadre encore une fois notre schéma à plus long terme. Mais donc, ici, il y a une phase de bulle, clairement, et on en retrouve nos étapes. Est-ce que depuis, vous pouvez retrouver une seule fois l'étape qui permet de former une bulle sur Apple? Non, il n'y a aucun overlap. Là, on en a potentiellement un, et encore, je ne le trouve pas très très propre, mais ici, on a potentiellement un overlap. Mais est-ce que vous voyez un range qui précède? Nada, que dalle. Donc Apple, ce n'est pas une bulle. Apple, c'est un excès. Il y a une bulle là à très 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 court terme, et encore, on n'y est pas encore. Donc, souvent, je vous dis en ce moment, Apple est une bulle, parce qu'il y a de fortes chances que ça le devienne. Et je vous ai dit que s'il y avait une bulle qui se mettait en place à Wall Street, Apple serait probablement l'actif le plus bullesque qui existe. Mais pour l'instant, d'un point de vue global, c'est-à-dire là on parle d'un actif sur pratiquement 20 ans, il n'y a pas de bulle sur Apple. On n'est pas sur une bulle, on est sur des excès. C'est-à-dire qu'on est très loin de la valeur, on va probablement y revenir, mais pour l'instant, il n'y a pas de bulle spéculative sur Apple. Si on voulait avoir une bulle spéculative, il faudrait avoir accumulé la valeur pendant un bon moment. La bulle spéculative, elle était en 2008, où on avait accumulé la valeur en 2003, carrément quitté les moyennes de prix en 2008. Aujourd'hui, on est simplement sur un marché excessif qui quitte sa valeur. On est extrêmement loin de la valeur. C'est-à-dire la valeur théorique ici aujourd'hui dans notre contexte hebdomadaire, elle est vers les 100 $. Il faut bien se rendre compte que ça fait 67%. On est théoriquement, alors on va raisonner dans le sens inverse, on est 200% plus cher que la valeur. On est donc très loin de la valeur. Là, ici, à ce stade-là, on peut aller plus loin. On peut faire 250, 300%. Et je vais prendre des exemples. Si on se place donc dans le contexte de la bulle de 2008, alors là, pas dans le contexte de la bulle, mais on va se mettre par exemple ici, où là, pareil, il n'y a pas de structure de bulle, mais il y a bien une petite structure excessive. Et en daily. Alors là, il va falloir remonter loin dans le temps. Voilà. Ici, on s'est écarté combien de la valeur au maxi? Voilà, 140, 150%. Voilà, c'est des notions. Alors dire 200 aujourd'hui, effectivement, on est relativement fort pour un excès, mais c'est ça qu'il faut que vous compreniez aujourd'hui. Voilà, essayons par exemple de traduire celui-là d'excès. Bon, et pareil, on est monté qu'à 60% de la valeur. Par rapport à enfin, on a apprécié les prix 60% plus cher que la valeur. Bon, aujourd'hui, on est à 200. C'est vrai que c'est quand même un petit peu too much. On est bien d'accord. Donc, il est fort à parier que sur Apple, la probabilité de poursuivre ce mouvement ne vaut pas aujourd'hui la prise de risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas le moment d'acheter Apple, quoi. Mais le seul truc, c'est que, est-ce que pour autant ça vous permet de vendre? Non. Okay. Ici, on est dans une structure d'excès. Donc les règles de la trendline, là, dont je vous parlais, n'ont rien à voir. Ces règles de trendline, c'est pour les bulles. Donc là, pour l'instant, sur Apple, on ne peut pas trouver de schéma de bulle parce qu'on n'a pas passé suffisamment de temps à travailler le support. Donc ça, ce n'est pas une phase de bulle. On ne peut pas y appliquer nos schémas. C'est pour ça que je vous dis, Apple, pour l'instant, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on ne peut rien faire si ce n'est attendre que l'excès se normalise.
Comment se normalisent les excès? On va quand même faire une petite aparté. C'est pas du tout de la même façon. L'excès se normalise plutôt comme ça. C'est-à-dire que l'excès se tue par une volatilité qui se comprime à court terme. C'est-à-dire que normalement, on vient chercher une phase de divergence, on travaille un peu le prix, et puis évidemment, l'excès n'a plus la possibilité de relancer, on retrace. Donc moi, pour l'instant, Apple, j'attends surtout qu'on trouve une zone qu'on va travailler. Ici, on aurait pu travailler, puis au final, ça ne travaille pas. Donc j'attends toujours que l'excès s'épuise de lui-même. Mais attention, et c'est important que vous compreniez ça, d'un point de vue global sur Apple, le schéma ne correspond pas à une bulle spéculative, mais simplement à un marché clairement excessif. Ok? Donc, est-ce qu'il y a le terreau fertile d'une bulle sur Apple? À court terme, éventuellement, mais par contre, il n'y aura pas de bulle hebdomadaire, parce qu'il n'y a pas la structure qui permet de le faire. On n'a pas suffisamment accumulé la valeur pour que la valeur puisse partir en sucette complète. Donc, probabilité de bulle spéculative hebdomadaire sur Apple, pour moi, très faible. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se produire, on ne sait jamais rien. Mais il n'y a pas la structure favorable à la formation d'une bulle ici. Donc on est probablement dans des excès, c'est-à-dire des tendances qui ne veulent pas se terminer. Mais tant que la valeur suit, c'est-à-dire que tant qu'Apple augmente sa profitabilité, on peut s'éloigner de la valeur. Quand on s'éloigne trop, on va revenir la chercher. Mais tant que la valeur continue de produire plus de profit, on continuera un schéma haussier. Ça, il faut bien que vous le compreniez. Il n'y a pas de bulle tant qu'il n'y a pas de désynchronisation avec la valeur. Pour l'instant, Apple continue, et a toujours continué depuis 2000, de produire des bénéfices supérieurs aux années précédentes. C'est la question de savoir quelle est la durabilité de cette profitabilité qui pose tout le problème d'Apple aujourd'hui. Il y a un jour où cette structure va s'arrêter, où on trouvera le plafond de verre de profitabilité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on peut générer plus de profits, mais il y a un moment où la source se tarit. C'est simplement de dire que vous avez généré tous les profits possibles dans un secteur d'activité, et malgré une diversification, vous ne pourrez plus maintenir les attentes. C'est simplement ça, moi, qui je pense aujourd'hui attend Apple. C'est que les attentes sont tellement énormes sur la progression des bénéfices qu'il y a un moment où ça sera plus tenable. Et quand ce sera plus tenable, ces marchés-là, ils ne s'effondrent pas nécessairement, sauf si la valeur se dégrade, c'est-à-dire si derrière les profits deviennent en contraction. Mais si l'action continue et qu'elle maintient sa profitabilité, qu'est-ce qui se passe? Sur ce genre de valeur, vous faites ça. C'est-à-dire que derrière, vous faites un peu comme du Tesla. C'est-à-dire que vous passez des années à faire du ping-pong, à normaliser. C'est-à-dire que la valeur est retrouvée, et à terme, soit évidemment la normalisation permet de trouver de nouveaux débouchés et on repart, soit il n'y a pas de débouchés, l'activité se comprime et la valeur s'effondre. Enfin, pas s'effondre, mais en tout cas, le prix derrière n'est plus recherché. Voilà. C'est vraiment tout à fait différent. Il faut que vous compreniez ça. C'est important. J'ai commis pas mal d'erreurs aussi en vous disant que General Electric que Apple était comparable à General Electric. Mais c'était pour illustrer un propos. Il faut bien que vous compreniez que quand je vous dis ça, c'est juste pour vous faire comprendre que le fleuron d'aujourd'hui peut très bien ne pas être le fleuron de demain, tout comme à l'époque General Electric, tout le monde s'imaginait que. Mais General Electric à l'époque, c'était une bulle. C'est une bulle, une vraie bulle. Là, il n'y avait pas de souci. On avait bien respecté tous les schémas de la bulle, d'accord? Où là, on avait bien l'appréciation de la valeur, les overlaps, et puis on quitte le sol. Ici, on voyait bien les différentes trendlines qui n'étaient jamais retestées, c'est-à-dire toujours plus paraboliques. Alors là, ici, on aurait pu s'arrêter. C'est-à-dire que théoriquement, ici, il y avait de fortes chances de prendre un short. Et vous voyez, par exemple, ici, c'est un short qui n'aurait pas fonctionné. Là, ici, on reteste clairement une trendline. Le problème, c'est qu'ici, on n'a pas cassé le support. Donc, on ne peut pas tracer la trendline ici, théoriquement. La dernière fois qu'on a cassé un support... Bon, pas grave. Même si on s'imagine là que sur le time frame inférieur, on a tracé. Donc ici, il y avait un moment où vous dites, ok, là, du coup, j'arrête. La bulle, c'est plus possible. Ici, on va essayer de trader l'effondrement. Là, vous voyez qu'ici, ça n'a pas marché. Il y a des cas où ça ne marche pas. Voilà. Toutes les règles que je vous donne, elles proposent des gestions du risque, pas des lectures du futur. Voilà. Là, ça n'aurait pas fonctionné. Vous auriez pris un short qui se fait dégommer. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Là, c'est la même chose. Ici, vous aviez une trendline. Elle est retestée, ce qui fait qu'ici, il fallait essayer de shorter. C'est quoi? Ça n'a pas marché une nouvelle fois. Par contre, la troisième fois, ça passe. La même chose, on casse, et ici, vous shortez, et là, ça passe. 3 échecs pour une réussite. Pour celui qui cherche à shorter. Voilà. On est bien d'accord. Il faut accepter l'erreur quand on essaie de se mettre face à des bulles. Mais là, ici, il y a bien un vrai gros schéma de bulle bien dégueulasse. Le problème ici, et encore, ce n'est pas vraiment un problème, c'est que normalement, la bulle est caractérisée par une très faible volatilité. Là, on a quand même de très très forts mouvements de prix. Donc on a
très probablement ici un excès, ça c'est sûr. Une structure de bulle très probable, mais ce n'est pas une bulle académique, dans le sens où ici on a quand même un très fort travail du prix. On voit qu'il y a quand même, beaucoup de volatilité à plus court terme, ce qui est normalement pas le cas d'une bulle, quand on compare à Bitcoin tout à l'heure. Voilà. Les caractéristiques techniques d'une bulle, c'est aussi effectivement normalement que la volatilité est très faible sur les mouvements de prix et ils sont relativement très tendanciels sur les time frames inférieurs. Voilà. Mais donc il faut bien que vous compreniez que pour cadrer la bulle, l'essentiel c'est de pouvoir cocher les petites cases dont on a parlé. Il faut pouvoir voir la structure qui précède le range. Un overlap est très fortement recommandé. Il n'est pas absolument nécessaire, mais voilà, il faut de préférence l'avoir. En tout cas, c'est un élément qui permet de valider. Il faut voir le traçage de votre canal et la sortie de ce canal qui permet de traduire la phase d'excès. Il faut voir la phase de volatilité qui suit l'excès et la sortie haussière, enfin la résolution haussière de cette phase d'indécision qui là ne peut catalyser qu'une chose, c'est une bulle spéculative. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous aurez appris plein de choses. On se voit la semaine prochaine normalement. Alors, ce sera soumis au vote, mais je pense que très probablement vous allez choisir l'aspect psychologique. Donc la semaine prochaine, avec très forte probabilité, on se revoit pour parler de la psychologie au sein d'une structure de bulle. Psychologie à la fois du trader et psychologie de marché, donc on essaiera d'aborder sous cet angle psycho la semaine prochaine. Bye bye.